la plupart des gens viennent dans les Caraïbes pour se détendre. Mais, à Curaçao, de plus en plus de personnes choisissent de s'y installer définitivement. Le coût de la vie étonnamment bas n'est qu'une partie de la raison. L'autre partie réside dans la culture unique, où l'on trouve des femmes séduisantes avec une beauté inoubliable. Numéro 1. Les femmes géantes des Caraïbes. Alors que de nombreux endroits recherchent une silhouette élancée à Curaçao, ce sont les femmes grandes, pleines et robustes qui sont admirées. Pour de nombreux visiteurs, découvrant l'île pour la première fois, ce qui frappe le plus n'est même pas la mer bleue ou les maisons aux couleurs éclatantes, mais plutôt la silhouette remarquable de nombreuses femmes sur l'île. En parcourant les rues de l'île, vous remarquerez rapidement une chose très différente. Les femmes de Curaçao ont souvent une stature plus grande, plus pleine et plus robuste que le modèle de beauté élancé que beaucoup de régions du monde continuent de poursuivre. Ici, un corps solide n'est pas considéré comme un défaut. Au contraire, il est souvent associé à la santé, à la prospérité et à l'image d'une femme suffisamment forte pour prendre soin de toute sa famille. Mais d'où cela vient-il ? Est-ce simplement une différence aléatoire ? Ou Curaçao a-t-il réellement créé une norme de beauté complètement différente ? Cette histoire ne commence pas sur les plages touristiques d'aujourd'hui, mais remonte à des centaines d'années. Lorsque les explorateurs européens ont posé le pied pour la première fois à Curaçao, ils ont noté que les habitants Kaiketio, appartenant au groupe Arawak, avaient une stature plus grande, plus robuste et musclée que de nombreux Européens de leur époque. Au fil des siècles, ce sang indigène a continué à se mélanger avec celui des Africains et des Européens, créant une communauté avec une base physique saine et résiliente qui est encore visible aujourd'hui. Mais si l'on ne parle que de génétique, il manque encore une moitié de l'histoire. Ce qui rend Curaçao vraiment unique, c'est la manière dont ses habitants perçoivent la beauté. Dans de nombreux endroits, les gens essaient de réduire leur corps pour correspondre à un certain standard. Mais à Curaçao, la plénitude peut être perçue comme un signe de vitalité, de confiance en soi et du rôle central de la femme dans la famille caribéenne. Ainsi, en vous promenant sur l'île, vous rencontrerez facilement des statues de femmes aux formes généreuses, les bras ouverts et un sourire bienveillant. Les habitants les appellent Chichi, ce qui signifie grande sœur, ou Mama, qui signifie mère. Ces statues ne célèbrent pas seulement la beauté extérieure, mais rendent également hommage au rôle spécial des femmes dans la culture de Curaçao, considérées comme le pilier de la famille gardienne, des valeurs traditionnelles, connectrices de toute la communauté. Numéro 2. L'île la moins chère des Caraïbes. Lorsque l'on évoque les Caraïbes, beaucoup de gens pensent immédiatement à des stations balnéaires luxueuses, à des plages réservées aux riches et à des vacances pouvant coûter plusieurs milliers de dollars américains en quelques jours. Cependant, Curaçao prend une direction complètement différente. Bien que presque tous les types de marchandises sur l'île doivent être transportés par voie maritime ou aérienne depuis l'étranger, ce qui rend les coûts d'importation considérablement plus élevés que dans les pays continentaux. Le niveau des prix à Curaçao est considéré comme l'un des plus accessibles de la région des Caraïbes. En plein cœur de la capitale Willemstad, le loyer d'un appartement d'une chambre varie généralement entre 600 et 950 dollars américains par mois. Pour de nombreux expatriés à la retraite ou travaillant à distance, cela représente un coût assez compétitif par rapport à de nombreuses autres îles célèbres de la région où les loyers dépassent facilement les 1500, voire 2000 dollars américains par mois. Les déplacements ne pèsent pas non plus lourd sur le budget. Un trajet en bus public dans la ville coûte un peu plus d'$1 américain, tandis qu'un taxi réservé via une application ne coûte généralement que de 10 à 20 dollars américains pour de courtes distances. Même le trajet de l'aéroport au centre de Willemstad ne coûte qu'environ 30 à 35 dollars américains. Mais ce qui surprend le plus de nombreux visiteurs, c'est ce qui se passe au coucher du soleil. Les rues commencent à s'illuminer grâce aux trucs d'Ipan, ces camions de nourriture qui sont devenus une partie intégrante de la culture locale. Pour environ 7 dollars américains, vous pouvez déguster une portion de côte grillée savoureuse à la mode caribéenne ou des frites nappées de sauce aux cacahuètes. Un dîner courant pour de nombreux habitants de l'île.
Bien sûr, Curaçao n'est pas un endroit particulièrement bon marché. En raison de sa dépendance aux importations des produits, comme les aliments transformés, les appareils électroniques ou les voitures, restent nettement plus chers que dans de nombreux pays d'Amérique. Mais si l'on compare les différentes îles des Caraïbes, où le coût des voyages et de la vie est souvent considéré comme le principal obstacle, Curaçao offre une expérience assez différente. C'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus de personnes choisissent de s'y installer durablement plutôt que de n'y passer que quelques jours avant de repartir. Numéro 3. Les déchets des riches deviennent des spécialités de toute l'île. Croyez-vous que le plat le plus célèbre de Curaçao soit né d'une simple écorce de fromage que d'autres avaient jetée? La gastronomie de Curaçao ne commence pas dans des restaurants raffinés. Elle prend racine dans les cuisines familiales où les habitants apprennent à transformer les restes en saveurs uniques. On appelle cela la cuisine criollo, un mélange d'influences néerlandaises, africaines, indonésiennes et latino-américaines. Mais ce qui la rend spéciale ne réside pas seulement dans les ingrédients, mais dans le fait que chaque plat raconte une partie de l'histoire de cette île. Le plat le plus célèbre est le keshi yena, ou fromage farci. À l'époque des plantations, les propriétaires néerlandais consommaient la chair des blocs de fromage gouda ou edam importés, puis jetaient la coque vide. Pour ceux qui étaient contraints de vivre dans la précarité, cette écorce n'était pas un déchet. C'était quelque chose qui pouvait sauver un repas. Ils prenaient la coque de fromage restante, la farcissaient de poulet épicé de boutons de fleurs, d'olives, d'oignons et de tomates, puis la faisaient cuire jusqu'à ce que tout devienne tendre, crémeux et doré. Ce qui était autrefois un reste de la table coloniale est devenu un plat emblématique de Curaçao. Et peut être que cela en dit long sur cette île. Ses habitants ne cuisinent pas seulement pour se nourrir, ils cuisinent pour transformer la précarité en identité. Mais si le keshi yena raconte l'histoire du passé, les plats plus étranges de Curaçao montrent comment les habitants s'adaptent à la nature qui les entoure. Sous les eaux cristallines des Caraïbes, il existe un poisson beau mais dangereux qui détruit les récifs coralliens. C'est le poisson lion, une espèce invasive avec un venin et presque aucun prédateur naturel dans ses eaux. Au lieu de le considérer uniquement comme une catastrophe écologique, les plongeurs locaux ont fait quelque chose de très pragmatique. Ils les chassent, nettoient leur venin, puis les amènent directement dans les cuisines des restaurants. Ainsi, une espèce autrefois menaçante pour l'écosystème est devenue un délice sur les tables. À Curaçao, parfois la protection des récifs coralliens ne se trouve pas seulement dans des campagnes environnementales, mais aussi directement dans l'assiette des convives. Cependant, le poisson-lion n'est pas le plat qui étonne le plus les touristes. Il existe également un plat dont le nom intrigue de nombreux étrangers, la soupe de iguane. Les habitants l'appellent sopi iguana. La viande d'iguane est souvent cuisinée en soupe ou mijotée lentement avec des épices, créant une saveur légèrement épicée, riche et très particulière. Pour les touristes, cela peut être un plat intrigant. Mais pour de nombreux Curaçaoens, c'est une partie familière de la cuisine locale, tout comme une communauté utilise ce qui est disponible sur l'île pour créer ses repas. Même le célèbre liqueur, Blue Curaçao, est exploité à partir d'un échec agricole. Numéro 4. Le secret derrière la couleur bleue la plus célèbre du monde. Savez-vous que l'un des spiritueux les plus célèbres au monde n'est en réalité bleu du tout? Le Blue Curaçao apparaît dans d'innombrables cocktails avec une couleur bleue éclatante au point que beaucoup de gens croient que c'est la couleur naturelle de cette liqueur. Mais la vérité est tout autre. Après distillation, le Curaçao original est aussi transparent que de l'eau et ne possède aucune couleur. Cependant, ce n'est pas la chose la plus surprenante. L'histoire de cette liqueur commence en fait par un échec agricole survenu il y a des centaines d'années. Lorsque les Espagnols ont introduit l'orange douce Valencia à Curaçao, ils espéraient que cette île deviendrait une région fertile pour la culture des oranges. Mais le climat sec et chaud, ainsi que le sol aride, ont fait échouer tous leurs plans. L'orange Valencia a progressivement dégénéré en une variété locale appelée l'araha. Ces oranges sont petites amères, et leur pulpe est presque immangeable, au point qu'elles étaient considérées comme sans valeur. Mais les habitants de l'île ont découvert quelque chose d'inattendu. Bien que la chair du fruit soit presque inutilisable, la peau de l'orange, l'araha,
contient une quantité d'huiles essentielles aux parfums très particuliers. Ils ont commencé à sécher les peaux d'orange, à les faire macérer avec de l'alcool et des herbes avant de les distiller, créant ainsi la célèbre liqueur Curaçao. Aujourd'hui, la distillerie Senior Co. maintient cette méthode de production traditionnelle depuis 1896. Et qu'en est-il de la couleur bleue emblématique? En réalité, elle ne provient pas du tout de l'orange Laraha. Après la distillation, la liqueur reste transparente. La couleur bleue est simplement ajoutée à la fin du processus par des colorants alimentaires pour créer un effet visuel, rendant les cocktails plus attrayants sur le bar. Ce choix commercial a accidentellement transformé le Blue Curaçao en un symbole reconnu dans le monde entier. Fait intéressant, le bleu n'est pas la seule version. Le Curaçao est également produit en orange, rouge et vert. Mais quelle que soit la couleur, toutes partagent un goût distinctif, provenant de la peau de l'orange Laraha. On peut dire que ce qui a fait la renommée du Blue Curaçao n'est pas sa couleur bleue célèbre, mais sa capacité à transformer une variété d'orange apparemment vouée à l'échec en l'un des spiritueux les plus emblématiques du monde de la mixologie. Non seulement il s'agit d'une valorisation des ressources alimentaires, mais le Curaçao impressionne également le monde par sa manière de transformer les désavantages naturels en atouts pour la vie quotidienne. Cependant, du plat Kechiena au Blue Curaçao, tous semblent partager un point commun. Ils ne sont pas nés d'une abondance, mais de ce qui reste. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est une empreinte d'un passé qui continue de marquer cette île jusqu'à aujourd'hui. Numéro 5. L'île des mers. Que pensez-vous qu'il se passerait si presque toute une génération d'enfants grandissait avec la mère comme figure centrale de la famille, tandis que le père n'apparaissait que rarement dans la vie quotidienne? Dans de nombreuses régions du monde, cela est assez rare. Mais à Curaçao, c'est ainsi que la société fonctionne depuis plusieurs générations. Dans de nombreuses familles de l'île, la mère ne se contente pas de s'occuper des enfants. Elle gère les finances, prend des décisions importantes, éduque les enfants et maintient la cohésion de toute la famille élargie. Si l'on compare une famille à une maison, à Curaçao, la mère est souvent le pilier qui soutient l'ensemble de cette maison. Qu'est-ce qui a donc donné naissance à une telle société? La réponse réside dans l'histoire. À l'époque des plantations et de l'esclavage, de nombreux hommes étaient emmenés pour travailler de force, vendus à d'autres colonies ou contraints de quitter leur famille pour de longues périodes. Ceux qui restaient étaient les mères. Elles élevaient leurs enfants, gagnaient leur vie, prenaient soin des grands-parents et préservaient les liens au sein de la lignée. Ce qui était à l'origine une solution de survie est progressivement devenu le fondement de la société de Curaçao. Mais leur influence ne s'arrête pas là. Si un jour, la langue papiamantu est encore parlée sur cette île, si les plats traditionnels continuent d'apparaître sur la table, ou si les histoires des ancêtres sont transmises de génération en génération, beaucoup de cela commence avec les mères. Elles ne se contentent pas d'élever leurs enfants, mais préservent également la mémoire et l'identité de Curaçao. Il existe même un modèle local, parfois appelé Biba, concernant les relations de visite, où l'homme est un invité fréquent plutôt qu'un résident permanent. Et ces femmes portent bien plus qu'une simple famille. Elles transmettent la langue à la prochaine génération qui la parlera. Elles apportent des recettes, des souvenirs familiaux. Et si la mère est celle qui maintient la famille de Curaçao debout à travers les générations, la question suivante est: dans une si petite île, combien d'argent doivent-elles réellement gérer pour faire face à la vie quotidienne? Numéro 6. L'île qui était autrefois le dépôt humain de l'Atlantique. Si vous aviez visité Curaçao il y a quelques siècles, la première chose que vous auriez remarquée n'aurait pas été des touristes, mais des navires chargés de personnes enchaînées. Au XVIIe siècle, sous le contrôle de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, Curaçao est devenu l'un des plus grands centres de commerce d'esclaves de la région atlantique. Des centaines de milliers d'Africains ont été enlevés, traversant l'océan dans des conditions extrêmes pour être amenés sur cette île. Mais Curaçao n'était pas leur destination finale. C'était plutôt un entrepôt de transit. Les personnes capturées étaient détenues, soumises à des examens de santé triés, puis revendues à des propriétaires de plantations à travers les Caraïbes et les Amériques. Pour les commerçants de l'époque, il n'était qu'une marchandise. Mais pour ceux qui étaient amenés ici, Curaçao était l'endroit où leur vie était complètement volée. La résistance a finalement éclaté. En 1700,
95 des milliers d'esclaves se sont levés pour revendiquer leur liberté sous la direction de Tula. La révolte a rapidement été réprimée. Tula a été capturé et est décédé après la répression, devenant un symbole de la lutte pour la liberté à Curaçao. Aujourd'hui, il est considéré comme un héros national de Curaçao. Mais ce qui s'est passé sur cette île laisse une empreinte qui, des siècles plus tard, n'a pas pu être effacée. Bien que le régime esclavagiste ait pris fin depuis longtemps, les traces de cette époque persistent de manière inattendue. Même le plat le plus célèbre de Curaçao est né de ces années de privation. Mais, même si l'esclavage appartient désormais au passé, la nature continue de poser un autre défi à cette île. Et cette fois, leur adversaire n'est plus l'homme, mais la source d'eau elle-même. Numéro 7. L'île des Caraïbes n'a pas de tempête mais manque d'eau douce. Oseriez-vous vivre sur une île sans aucun ruisseau ni lac d'eau douce? Cela semble être un endroit presque impossible à exister. Mais pour les plus de 150 000 habitants de Curaçao, c'est la vie quotidienne. Ce qui est étrange, c'est que cette île se trouve au milieu de la mer des Caraïbes, entourée d'eau. Cependant, presque toute cette eau est salée. La surface de Curaçao est si aride qu'au lieu des forêts tropicales que l'on trouve sur de nombreuses autres îles des Caraïbes, elle est couverte de cactus et de terres semi-désertiques. Les précipitations sont très faibles et il n'y a presque pas de rivières, de lacs d'eau douce ou de nappes phréatiques significatives pour fournir de l'eau à l'île. Alors comment plus de 150 000 personnes ont-elles réussi à survivre? La réponse est qu'elles ont décidé de boire de l'eau de mer. Dès 1928, Curaçao a mis en service l'un des premiers systèmes de désalinisation de l'eau de mer à l'échelle industrielle au monde. À l'origine, cette technologie a été développée pour servir les zones industrielles et garantir l'approvisionnement en eau pour les habitants. Au fil du temps, le système a continué à s'étendre et aujourd'hui, presque toute l'eau potable de l'île est produite à partir de la mer grâce à des technologies de distillation et d'osmose modernes. Ce qui surprend de nombreux visiteurs, c'est que les habitants de Curaçao n'achètent pas d'eau en bouteille pour boire. Ils n'ont qu'à ouvrir le robinet chez eux. Cette eau répond à des normes très élevées et est même fièrement qualifiée par de nombreux locaux de l'eau du robinet la plus délicieuse des Caraïbes. On peut dire que ce qui était autrefois la plus grande malédiction de Curaçao est finalement devenu l'une des réalisations techniques les plus fières de l'île. Pourtant, ce qui est surprenant, c'est que malgré les nombreuses restrictions en matière de ressources, c'est un pays prospère. Alors, comment ont-ils réussi à s'enrichir? Numéro 8. Curaçao, un endroit où on devient riche sans rien faire. Qu'est-ce qui a transformé une petite île au cœur des Caraïbes en l'une des économies les plus prospères de la région? Étonnamment, la première réponse ne réside pas dans ce que l'on peut voir. Vous pourriez penser qu'il faut des usines, des mines ou d'énormes zones industrielles pour s'enrichir. Mais Curaçao ne suit presque aucun de ces chemins. Au lieu de cela, cette île de moins de 160 000 habitants est devenue le lieu d'enregistrement d'environ 38 000 entités juridiques provenant du monde entier. Fait étrange, la plupart d'entre elles n'ont jamais produit quoi que ce soit sur cette île. Tout a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque de nombreuses multinationales ont transféré leur structure juridique à Curaçao pour protéger leur flux de capitaux. Au fil des décennies, avec une politique fiscale flexible et un système financier offshore développé, l'île est progressivement devenue l'un des centres d'enregistrement d'entreprises les plus importants de la région. En d'autres termes, alors que de nombreux pays vendent des ressources ou des biens, Curaçao gagne de l'argent en vendant quelque chose de bien plus intangible, un système juridique que les entreprises du monde entier sont prêtes à payer pour utiliser. Mais cela n'est que la première couche de l'avantage de cette île. Ce qui est encore plus particulier, ce sont les personnes nées ici. Elles ont leur propre gouvernement, leur propre premier ministre et leur propre monnaie, tout en possédant tacitement un passeport néerlandais. Cela signifie qu'elles continuent à bénéficier de nombreux droits en tant que citoyens européens, tandis que Curaçao maintient une grande autonomie dans la gestion de son économie. Il est très rare dans le monde de pouvoir fonctionner à la fois comme une petite économie flexible et de s'appuyer sur la stabilité d'un royaume européen. Et, une fois qu'elle a acquis un avantage institutionnel, Curaçao a su transformer sa position géographique en une autre source de revenus.
située en dehors de la ceinture des ouragans des Caraïbes et dotée d'un port en eau profonde naturelle, l'île est depuis longtemps devenue un point de transit de réparation et de ravitaillement pour les navires dans la région. Chaque année, des milliers de cargos et de super-yachts accostent. Ils n'apportent pas seulement des marchandises, mais aussi des revenus provenant de la logistique des services maritimes et du tourisme. On peut dire que même sa position sur la carte est exploitée par Curaçao comme un actif. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que le secteur qui a enrichi Curaçao ne provient pas de Curaçao. Cette île n'a presque pas de gisement de pétrole significatif. Pourtant, pendant des décennies, elle a abrité l'une des plus grandes raffineries de pétrole au monde. Cela peut sembler contradictoire, mais la solution se trouve dans le pays voisin, le Venezuela. Le pétrole brut est transporté du Venezuela vers Curaçao, où il est ensuite raffiné et exporté vers de nombreux endroits dans le monde. À un moment donné, le secteur de la raffinerie a contribué à environ 90% de l'économie de l'île. Il ne possède pas la ressource la plus précieuse. Il se trouve simplement au bon endroit pour transformer les ressources des autres en opportunités pour eux-mêmes. Numéro 9. Minuscule en taille, mais un géant dans le sport. Avec une population d'environ 160 000 personnes et une superficie de moins de 444 km², Curaçao est même plus petit que de nombreuses villes à travers le monde. Pourtant, cette petite île est devenue le pays, avec la plus petite population de l'histoire, à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA, dépassant même l'Islande qui détenait auparavant ce record. Comment un endroit aussi petit peut-il battre des pays comptant des dizaines, voire des centaines de millions d'habitants ? La réponse réside dans une stratégie particulière. Au lieu d'essayer de former tous les joueurs sur l'île Curaçao, a tiré parti de ses liens historiques avec les Pays-Bas pour rassembler des joueurs d'origine curassienne, mais nés élevés et formés dans des académies de premier plan. En Europe comme Ajax, PSV Eindhoven, ou Feyenoord. Des noms comme Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Livano Comenencia ou Tahith Chong ont tous grandi dans un environnement de football de haut niveau avant de revêtir le maillot de Curaçao. Sous la direction de l'entraîneur expérimenté Dick Advocat, ces joueurs venus de divers horizons ont été unis pour former une équipe capable d'écrire une page d'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Coupe du Monde n'est qu'une petite partie de l'histoire. Si le football a permis à Curaçao de se faire connaître dans le monde entier, le baseball est le sport qui a transformé cette île en un phénomène pendant plusieurs décennies. En termes de population, peu d'endroits sur Terre ont produit autant de joueurs évoluant dans la Major League Baseball que Curaçao. De cette petite île sont nées de nombreuses stars comme Andruw Jones, Kenley Johnson ou Xander Bogaerts qui ont joué au plus haut niveau et signé des contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars. Qu'est-ce qui a donc transformé une île de seulement un peu plus de 160 000 habitants en une mine d'or du sport mondial ? Ce n'est pas seulement le talent. Curaçao est un carrefour de plusieurs lignées d'ascendance africaine, européenne, caribéenne et autochtone, créant une génération d'athlètes dotés d'une vitesse, d'une explosivité et d'une endurance remarquables. Parallèlement, de nombreux joueurs ont été formés dans le système sportif discipliné européen, alliant une condition physique robuste à une pensée tactique moderne. Numéro 10. Le secret derrière la ville la plus éclatante des Caraïbes. Croyez-vous qu'il existe une ville où presque aucune maison n'est peinte en blanc? Un pont qui chaque jour pivote comme une immense porte pour laisser passer les navires. Et une synagogue qui est recouverte de sable au lieu d'être pavée de pierre ou de bois. À première vue, ces trois éléments semblent n'avoir aucun lien entre eux. Mais à Curaçao, ils sont tous des traces laissées par l'histoire sur chaque bâtiment. Lorsque l'on met les pieds pour la première fois dans la capitale Willemstad, beaucoup ont l'impression de pénétrer dans un tableau. De chaque côté du port se dressent des maisons anciennes au style néerlandais. Mais au lieu des murs blancs habituels, la ville s'illumine de teintes rouge, jaune, orange, verte et rose. Ce paysage est bien éloigné de l'image que la plupart des gens se font d'une ancienne colonie néerlandaise. Alors pourquoi toute la ville a-t-elle abandonné la couleur blanche ? Selon une histoire largement répandue, au début du 19e siècle, un gouverneur local estima que la lumière du soleil, se reflétant sur les murs peints en blanc, lui causait des maux de tête fréquents et demanda aux habitants de repeindre leur maison avec d'autres couleurs. Bien que de nombreux historiens
pense que cette décision était également motivée par des intérêts économiques liés à l'industrie de la peinture. Le résultat final a donné naissance à l'une des villes les plus colorées des Caraïbes. Aujourd'hui, l'ensemble du quartier historique de Willemstad est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et ses couleurs sont devenues le symbole de Curaçao. Mais si les maisons incitent les visiteurs à lever les yeux juste sous leurs pieds, se trouve une structure encore plus remarquable. Pour passer du quartier de Punda à celui d'Otrobanda, il vous suffit de traverser le pont Reine-Emma. Cependant, si un grand navire entre dans le port au même moment, vous serez témoin d'un phénomène que très peu de ponts dans le monde peuvent réaliser. Une alarme retentit et l'ensemble du pont, de plus de 160 mètres, pivote lentement comme une immense porte, ouvrant la voie au bateau, avant de revenir à sa position d'origine quelques minutes plus tard. Ce qui est particulier, c'est que ce pont n'est pas construit sur des piliers en béton fixe, mais flotte sur 16 bouées. Depuis plus d'un siècle, il relie silencieusement les deux moitiés de la ville chaque jour et est devenu l'un des symboles les plus célèbres de Curaçao. Mais si ce pont raconte l'histoire de l'adaptation des hommes à la mer, une autre structure préserve la mémoire de ceux qui ont dû prier en silence pour survivre. En entrant dans la synagogue Mikvé Israël Emmanuel, ce qui surprend le plus de visiteurs, ce ne sont pas les lustres ou l'architecture ancienne, mais la couche de sable qui recouvre le sol. Pourquoi un lieu sacré ressemble-t-il à une plage intérieure ? Ce sable est là pour honorer les ancêtres de la communauté juive séfarade qui ont dû célébrer leurs rites en secret pendant la période de persécution en Europe. À cette époque, ils dispersaient du sable sur le sol pour que le bruit de leurs pas ne résonne pas à l'extérieur afin d'éviter d'être découverts. Des centaines d'années plus tard, lorsqu'ils trouvèrent refuge à Curaçao, ils conservèrent cette tradition comme un rappel de leur parcours de survie. C'est peut-être cela qui rend les structures de Curaçao si uniques. Elles ne sont pas seulement construites en briques en pierre ou en acier, mais aussi à partir d'histoires. Et ces histoires ont permis à une petite île des Caraïbes de porter une identité que très peu d'endroits dans le monde peuvent reproduire. Cependant, ces rues colorées ne sont que le début. En quittant le quartier historique, Curaçao possède également des plages qui font croire à beaucoup que c'est là le véritable joyau des Caraïbes. Numéro 11. Quelles sont les plus belles plages de Curaçao ? Curaçao ne mesure que 440 km². Mais ce qui rend cette île célèbre dans toute la région des Caraïbes n'est pas sa taille, mais le fait que chaque plage offre une expérience totalement différente. Casabao est souvent considérée comme la plus belle plage de Curaçao. L'eau turquoise est si claire que l'on peut voir les récifs coralliens juste sous ses pieds, tandis que le sable blanc composé de sable calcaire et de corail broyé a fait de cet endroit une présence régulière dans les classements des plus belles plages des Caraïbes. Cependant, pour de nombreux habitants, Playa Kenepa mérite vraiment le titre de paradis sur terre. Sans frais d'entrée et rarement bondée, cette plage est nichée sous de hautes falaises, où la couleur de la mer change continuellement du turquoise au bleu profond selon la lumière du soleil. Il suffit de se tenir au bord de la falaise et de regarder en bas pour comprendre pourquoi cet endroit figure sur presque toutes les cartes postales de Curaçao. Tout le monde ne vient pas à Curaçao à la recherche de panoramas spectaculaires. Blue Bay est connue comme la plage la plus familiale. Le fond marin est en pente douce. Les vagues sont calmes et le sable est fin, permettant aux jeunes enfants de jouer en toute sécurité. Tandis que sur la plage, il y a de nombreux restaurants, aires de jeu et des services de plongée et de sport nautique. Loin des plages bondées, Playa Laguin offre un cadre totalement différent. Cette petite plage nichée entre deux falaises abruptes est aussi tranquille qu'un lac naturel. Il suffit de mettre un masque de plongée et de nager quelques mètres pour découvrir des récifs coralliens colorés et des tortues marines qui apparaissent sous vos yeux. Un peu plus loin, les bateaux de pêche des pêcheurs rentrent régulièrement après chaque sortie en mer, créant un paysage rustique rare dans les destinations touristiques populaires. Mais peut-être que Playa Grande est l'endroit le plus spécial. La plupart des gens viennent ici, non pas pour bronzer, mais pour vivre une expérience que l'on trouve rarement ailleurs dans le monde. Avec simplement un masque de plongée, la possibilité de rencontrer et de nager avec des tortues marines sauvages est presque garantie. Alors que dans de nombreux pays, ce moment nécessite de participer à des excursions en mer coûteuses à Curaçao,
Cela se passe à seulement quelques mètres de la plage. Après avoir exploré l'histoire, les habitants et les plus beaux paysages de Curaçao, vous comprenez probablement pourquoi de plus en plus de personnes souhaitent visiter cette île. Mais avant de partir, il y a encore quelques aspects très pratiques que vous devriez connaître. Numéro 12. Ce que vous devez absolument savoir avant de vous rendre à Curaçao. La première chose qui surprend de nombreux visiteurs est qu'il n'est presque pas nécessaire d'acheter de l'eau en bouteille. Alors que dans de nombreuses îles des Caraïbes, l'eau douce est une ressource précieuse, Curaçao possède l'un des systèmes d'eau potable les plus réputés de la région. L'eau de mer est distillée, puis traitée, selon des normes très élevées, si bien que les habitants boivent directement au robinet chaque jour. Et de nombreux touristes estiment que c'est l'une des meilleures eaux du robinet des Caraïbes. Il vous suffit d'emporter une bouteille personnelle pour réaliser des économies considérables tout au long de votre voyage. Après avoir résolu la question de l'eau potable, la prochaine préoccupation pour beaucoup est la monnaie. Bien que la monnaie officielle de Curaçao soit le florin, en pratique le dollar américain est accepté presque partout. Le taux de change est également très facile à retenir, environ $1 américain équivaut à 2 florins. Les cartes de crédit sont largement acceptées dans les hôtels, restaurants et attractions touristiques, donc vous n'avez pas besoin d'emporter trop d'argent liquide, comme dans certains autres pays des Caraïbes. Cependant, avoir de l'argent dans votre portefeuille ne garantit pas que vous pourrez explorer Curaçao. Ce qui détermine votre expérience est en réalité le moyen de transport. Les bus sur l'île sont très bon marché, mais les horaires ne sont souvent pas fixes, tandis que les taxis peuvent être assez chers si vous devez vous déplacer à plusieurs endroits. Ainsi, la plupart des touristes choisissent de louer une voiture avec des tarifs d'environ 30 à 50 $ américains par jour. Les routes sont assez faciles à parcourir et c'est presque le moyen le plus pratique pour découvrir les belles plages, les petites baies et les coins sauvages disséminés à travers l'île. Cependant, la location de voitures soulève également un autre point important. En général, Curaçao est une destination assez sûre, mais des cas de vitres de voitures brisées pour voler des objets se produisent parfois dans les parkings près des attractions. Par conséquent, ne laissez jamais de sacs d'appareils photo ou d'objets de valeur à l'intérieur de la voiture, même pour quelques minutes. De plus, étant donné que Curaçao est un important point de transit pour les marchandises internationales dans la région des Caraïbes, il est impératif de ne jamais accepter de transporter les bagages ou les paquets d'inconnus, peu importe, raison qu'ils avancent. Si vous souhaitez explorer la nature de Curaçao, en particulier gravir le sommet du Christoffelberg, le point culminant de l'île, vous devrez vous lever plus tôt que prévu. Les visiteurs doivent obligatoirement commencer leur randonnée avant 10 h du matin. Ce n'est pas parce que le parc ferme, mais parce que la chaleur tropicale de midi peut devenir très intense et entraîner une déshydratation ou de l'épuisement. C'est une règle mise en place pour assurer la sécurité de tous les visiteurs. Enfin, si vous voulez ressentir Curaçao comme un habitant local, ne rentrez pas à l'hôtel après le dîner. Lorsque l'horloge sonne 9 h du soir, les truquipanes, les célèbres camions de nourriture de rue de Curaçao, commencent à ouvrir. C'est le moment où les habitants se rassemblent pour déguster des plats chauds au bord de la route après une journée de travail. Si pendant la journée Curaçao est célèbre pour ses eaux bleues et ses maisons colorées, la nuit ce sont ces camions de nourriture qui vous permettent de ressentir le rythme de vie unique de l'île. Ce sont tous des détails très petits, mais ce sont aussi ces éléments qui rendent votre voyage à Curaçao plus agréable, plus économique et surtout qui vous permettent de découvrir cette île comme quelqu'un qui s'est bien renseigné, plutôt que comme un touriste découvrant l'endroit pour la première fois. Et c'est peut-être cela qui rend Curaçao si fascinant. Une petite île qui sait toujours transformer ce qui semble être un désavantage en atout. De son histoire tumultueuse des matières premières laissées de côté de sa position géographique jusqu'aux opportunités que d'autres ne voient pas, tout cela contribue à forger l'identité unique de cet endroit. Si aujourd'hui vous découvrez un nouvel angle sur Curaçao, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines aventures. Pour l'instant, merci de votre compagnie et à bientôt pour notre prochaine exploration.